Les rendez-vous de l'infra, le podcast d'Infravenir qui parle des infrastructures à travers des tables rondes et des interviews exclusives. Mobilité, énergie, défis climatiques, infrastructure sociale. Toutes vos questions trouveront des réponses. Bonne écoute. Merci à tous d'être présents. Alors aujourd'hui, on a un événement particulier en termes d'organisation, c'est que c'est un événement Infravenir co-organisé avec CMS, co-organisé avec des adhérents, Sarah et Antoine. Donc merci beaucoup pour cette organisation. Merci à CMS pour l'accueil. L'événement autour du stockage d'énergie fait suite du coup au cycle transition énergétique qu'on avait lancé l'an dernier. On va laisser la place du coup aux intervenants. Merci à Rive Clean Horizon et NW pour cette intervention et encore merci à l'organisation par CMS. Merci Benjamin. Donc je dois introduire le sujet. Donc avant tout, je vais vous remercier d'être venu jusque chez CMS à Neuilly dans cette salle un peu surchauffée. A priori, on devrait ouvrir des fenêtres. Pourquoi le stockage d'énergie ? Le plus simple pour vous expliquer pourquoi on a choisi ce sujet, c'est peut-être de vous présenter notre raisonnement. Comme vous le savez tous, en France et en Europe a fortiori, on a des objectifs très ambitieux de lutte contre le réchauffement climatique. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'horizon 2030 en France, on veut produire 40% de notre électricité à partir de sources renouvelables. Et par ailleurs, au niveau de l'Union européenne, on a un souci d'indépendance énergétique qui est encore plus prégnant depuis la guerre en Ukraine. Donc on a des investissements qui sont toujours plus importants dans les actifs de production ENR. Et en parallèle, on a une électrification de la société qui est toujours plus importante. On a des voitures électriques, on consomme de plus en plus d'électricité, on change nos modes de chauffage. Donc en conséquence, on a un besoin de flexibilité qui grandit. On a un réseau électrique qui est de plus en plus sollicité et on a des pics de consommation qui sont de plus en plus importants. Face à ça, pour trouver une solution à ces fluctuations, le stockage, c'est une véritable réponse à tous ces enjeux. En mars dernier, à titre d'exemple, la Commission européenne a invité les États membres à développer massivement les technologies de stockage pour justement permettre plus de flexibilité du réseau. Au niveau de la France également, hier encore, on a la Commission de régulation de l'énergie, donc la CRE pour les intimes, qui a fait une annonce sur l'ouverture d'un guichet unique pour le développement de projets de stockage en Martinique et à La Réunion, parce que justement, ce sont des réseaux particuliers qui ne sont pas forcément bien développés. Il y a une demande en énergie. De plus en plus, il y a des ENR, mais on est quand même sur une satisfaction de cette demande via... On est sur une satisfaction de cette demande via des actifs carbonés. Donc là encore, le stockage sur ces zones-là, c'est très utile. Donc on voit le stockage vraiment comme la dernière brique d'un mix énergétique qui intègre pleinement les ENR et qui est en mesure de répondre à ces besoins grandissants. Donc on a décidé de s'intéresser au mode de stockage, plus précisément au stockage par batterie. Et donc je vais laisser la parole à Sarah et à nos intervenants. On va rentrer dans le vif du sujet. Bonsoir à tous. Merci Antoine. Nul doute que le stockage de l'électricité est en ce moment devenu un sujet prégnant pour les acteurs du marché de l'énergie. On pense aux producteurs d'électricité, aux exploitants de fermes solaires et éoliennes, aux opérateurs de réseaux électriques, aux industriels, notamment dans l'industrie automobile, aux constructeurs de panneaux solaires notamment, mais cette liste, et on le devine aisément, n'est pas exhaustive. Et ce marché intéresse des acteurs divers, des fonds d'investissement, des analystes et d'autres professionnels qui ont su se saisir des fortes opportunités que représente le marché du stockage de l'électricité. En témoignent nos intervenants de ce soir. Je vais laisser Pierre, Philippe et Rachel nous en dire un petit peu plus sur leurs activités dans le domaine du stockage, leur société et sur eux. Honneur aux dames. D'accord. Bonsoir à tous et merci de m'avoir invité à cette discussion. Donc, je m'appelle Rachel Loquet, je suis analyste senior chez Clean Horizon. Donc pour rapidement présenter l'entreprise, Clean Horizon, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé en stockage d'énergie.
Donc on a deux volets, un volet technique où on aide les acteurs à dimensionner leur système de stockage, on les accompagne sur le design, sur le développement des projets et on analyse aussi différentes technologies de stockage. Et on a aussi un volet plutôt marché où là on fait des analyses de marché du stockage dans plusieurs pays. Donc on va analyser les règles qui sont afférentes au stockage, la profondeur des marchés. Et on va aussi faire des modèles économiques pour les projets de stockage qui sont ou non couplés avec du renouvelable. Et après, on va aussi faire du coup les prévisions de prix pour les services systèmes et pour l'électricité qui vont être utilisés pour ces modèles économiques. Et du coup, pour moi, j'ai rejoint Clean Horizon en 2020. Et je m'occupe plutôt de la partie analyse de marché pays européens et aussi du développement des algorithmes qu'on utilise pour évaluer les revenus des systèmes de stockage. Parce qu'on va en parler, mais les revenus d'un système de stockage, c'est pas si simple. Et donc, on développe des algorithmes pour calculer les revenus sur le long terme avec nos prévisions de prix. Bonjour à tous et merci aussi pour cette invitation. Donc, Philippe Barbe, je suis le directeur général adjoint de la société NW. Donc, NW qui est un groupe à la base un producteur de photovoltaïque éolien spécialisé dans les Outre-mer où on a appris justement à travailler avec les batteries parce que vous aviez à l'époque des projets, des appels d'offres de la CRE de production ENR couplés à des batteries. Et donc, on a fait notre première centrale photovoltaïque avec batterie en Guyane en 2014. Et ensuite, il y a eu les fameuses saisines de stockage découplées de la production, dont la première était en 2017. Donc là, c'est la seconde édition. Et lors de cette première saisine, on a développé un produit que l'on appelle la J-Box, qui est du stockage découplé de la production, du petit stockage, uniquement 1 MW, 1 MWh. Dans le but de le développer dans ce qu'on appelle les ZNI, donc les zones non interconnectées, les départements d'outre-mer. Et donc, finalement, la suite a fait qu'on n'en a fait aucune dans les ZNI, mais qu'on en a fait beaucoup en métropole. Donc aujourd'hui, on a 300 J-Box installés, donc ça représente 375 MW environ, ce qui fait de nous le leader du marché des batteries en France, avec une petite spécificité aussi qu'on branche sur ces batteries des bandes de recharge de véhicules électriques. Donc on est aussi opérateur de mobilité électrique avec une 60aine de stations aujourd'hui en service. Et donc pour ma part, j'ai rejoint la société en 2018, donc au tout début de l'activité. J'étais en fait le premier salarié à travailler sur le stockage d'énergie dans cette société. Voilà. Bonsoir à tous. Donc effectivement, merci beaucoup CMS, merci Infravenir d'organiser cette conférence autour d'une thématique qui est complexe et nouvelle pour tous. Donc pour ma part, je suis donc Pierre Dupassage, associé chez Rive Private Investments. Peut-être quelques mots sur Rive. Donc on est une société d'investissement indépendante avec 22 professionnels aujourd'hui, essentiellement basés à Paris, et avec une spécialisation dans 2 thématiques très précises que sont les actifs de transport avec des missions critiques sociales ou une logique de décarbonation, et une activité qu'on appelle infrastructure durable, qui historiquement investissait donc dans des actifs de génération d'électricité verte et qui petit à petit a commencé à se diversifier et s'intéresser aux nouveaux métiers. Donc on est vraiment des investisseurs en infrastructure sur l'une ou l'autre des activités, mais avec cette volonté de vouloir remonter la chaîne de valeur et de pouvoir accompagner du coup les développeurs et non plus seulement financer les actifs sur l'ensemble des métiers. Donc, historiquement, on investit donc bien sûr dans l'éolien, dans le solaire, dans le biogaz, dans la biomasse, dans la mobilité électrique un tout petit peu plus récemment. Et on s'intéresse de près au stockage en passant quelque part ce par quoi vous êtes passé, à savoir comprendre les différents modèles, les différentes dynamiques pour pouvoir être présent au bon moment. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Donc, on a vraiment des profils extrêmement complémentaires et différents. Donc, ça va rendre la conférence très intéressante. Tu l'as dit, c'est un sujet assez neuf et assez complexe. On est peut-être même dans le dur du droit de l'énergie. Donc, on aimerait commencer avec une première question qu'on adresse à Rachel en tant que
analyste de marché, sur ce qu'on peut entendre par stockage d'énergie en France, en fait, pour qu'on soit tous à la même page et qu'on comprenne de quoi on parle. Oui, je pense que ce soir, on va plutôt parler de stockage d'énergie par batterie. Donc en fait, quand on parle de stockage d'énergie, généralement, on fait référence à en fait, c'est des très grosses batteries qui sont un peu les mêmes qu'il y a dans les voitures électriques. Et elles se présentent souvent sous forme de conteneurs, ou alors c'est des installations qui font à peu près la taille d'un conteneur, même si elles ne sont pas dans un conteneur. Et ce n'est pas du tout la seule technologie de stockage qui existe en France. On a par exemple les STEP, qui sont des stations de pompage hydraulique qui servent aussi de stockage d'énergie, mais qui sont complètement différentes en termes de développement, de coûts et de temps de développement, ce qui fait que le stockage par batterie, c'est beaucoup plus rapide à développer et ça a un coût qui est moins important. Et il y a d'autres technologies de batterie qui existent, autres que le lithium-ion, qui est la technologie la plus classique. Mais ces technologies-là, pour le moment en tout cas, sont moins rentables que les batteries lithium-ion. Donc c'est vrai qu'on en voit moins. Aujourd'hui, la plupart des batteries qui sont installées sont des batteries au lithium-ion. Et du coup, l'utilisation qu'on en fait, la plupart du temps, c'est plutôt pour faire des services de flexibilité au réseau. Donc on va aider le réseau en fait à équilibrer tout le temps la production et la demande d'électricité. C'est un des usages principaux des batteries. On pense souvent que les batteries, on les utilise plutôt pour faire la charge d'énergie renouvelable, puis la décharger le soir par exemple. Mais finalement, ce n'est pas l'utilisation qu'on voit généralement. Enfin, en tout cas, les batteries qui sont installées actuellement en France et en Europe n'ont pas cette application principale. Je vais peut-être présenter cette slide un peu après quand on parlera des... Sinon, je vais entamer la question. Ok, merci beaucoup. Et alors, pourquoi le stockage par batterie concentre autant l'attention en France? C'est par sa simplicité de déploiement, c'est la technologie? Alors, je pense que le stockage par batterie, il attire beaucoup l'attention parce que déjà, il génère des revenus qui sont assez importants. Les dernières années, on a eu des bonnes rentabilités, notamment les 2 dernières années il y a eu une crise de l'énergie qui a fortement avantagé les batteries et donc elles ont généré des revenus vraiment conséquents les 2 dernières années et ça a forcément attiré l'œil de pas mal d'acteurs parce qu'ils se sont dit pourquoi moi je ne ferais pas un projet de batterie, par exemple des développeurs d'énergie renouvelable classique qui ont pu se demander est-ce que j'ajouterais pas une batterie à mon projet. Donc c'est une des raisons. Et aussi le stockage d'énergie, c'est un modèle économique qui est vraiment différent de celui du renouvelable qu'on a pu voir dans les années précédentes en France, qui était un modèle économique qui était assez garanti finalement, avec des revenus garantis sur plusieurs années, ce qui n'est pas le cas du stockage actuellement. Et donc ça pose beaucoup plus de questions. C'est un sujet qui est beaucoup plus complexe. Et donc que les acteurs ont besoin de comprendre et ça prend du temps et ça demande des efforts. Oui, et j'ajouterais juste un point, c'est que aussi le prix des batteries a énormément baissé depuis les dernières années. Et alors c'est pas lié au stockage stationnaire, le stockage pour le réseau, c'est plutôt lié au stockage pour les véhicules électriques. Où aujourd'hui les batteries qui sont fabriquées pour le stockage stationnaire, donc, tel que nous l'utilisons, ça représente autant de batteries qui sont fabriquées pour les téléphones portables, les ordinateurs, etc. Et c'est 10% de la fabrication de batteries mondiale. D'accord, merci. Et Pierre, peut-être, est-ce que tu arrives à situer où se situe la France par rapport à d'autres marchés européens sur le stockage par batterie? Oui, alors peut-être même juste avant ça, ouais. faut juste prendre un pas de recul sur ces actifs de batterie qui sont quelque part un service complémentaire, un service satellite, effectivement, aux ENR. Donc c'est des modèles qui sont très différents, vous l'avez très bien expliqué, et on va y revenir juste après. Et c'est vrai que quand on voit l'ambition, c'est ce que tu rappelais Antoine en introduction, quand on voit l'ambition de multiplier par 10 la capacité solaire d'ici 2050, multiplier par 2 de mémoire la capacité éolienne sur la même période, on se dit qu'il y a 2 sujets à traiter immédiatement, que sont l'intermittence dont on parle effectivement assez régulièrement et qu'on pense être l'origine d'une partie de la volatilité du prix de l'électricité, même si c'est probablement beaucoup plus compliqué que ça. Et par ailleurs, n'oublions pas qu'on a des réseaux électriques qui ont été construits pour des productions centralisées.
C'est-à-dire que le modèle français est quand même construit autour de réacteurs nucléaires, donc de grosses capacités de production, et que en fait, l'industrie des renouvelables nous a fait rentrer dans une nouvelle dimension où il y a des nécessités de pouvoir faciliter l'intégration de ces nouveaux systèmes de production à ces réseaux en décalant ou en évitant tout simplement des travaux. Voilà, donc c'est intermittence et effectivement faciliter le raccordement, où je crois que je disais la semaine dernière qu'il y a à peu près autant de capacités dans la queue de raccordement, donc de renouvelables, que de capacités installées en Europe. Donc c'est juste dire que le sujet est totalement immédiat, qu'il faut le résoudre, et effectivement ça va passer par des modèles qu'on va décrire. Très bien, merci. Donc je pense que c'est peut-être un peu plus clair pour tout le monde de quoi on parle quand on dit stockage. Et pour rendre les choses encore plus concrètes, je me tourne vers Philippe en tant qu'opérateur pour nous parler des applications pratiques du stockage. À quoi sert le stockage concrètement ? Oui, donc là, il y a des marchés qui sont décrits. Pour résumer, ces marchés, c'est des marchés d'assurance pour le réseau électrique. Donc vous êtes RTE, vous êtes gestionnaire de réseau de transport d'électricité. On vous demande qu'en permanence, la production soit égale à la consommation. Malheureusement, on peut piloter la production et on la pilote de moins en moins à cause de l'intermittence des énergies renouvelables. En revanche, on ne pilote pas la consommation, ou du moins très peu. Et donc, on a besoin de moyens de flexibilité pour équilibrer le réseau et aussi pour pallier des événements qui arrivent sans qu'on s'en rende compte. Donc, par exemple, une panne d'une centrale nucléaire qui arrive d'un coup, faut être sûr que le réseau puisse tenir le coup et avoir assez de puissance. Donc là, aujourd'hui, les batteries que l'on opère en France, elles sont tout le temps à moitié chargées, très concrètement, et elles sont prêtes à injecter sur le réseau très rapidement, au cas où il y a un problème sur ce réseau. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, comme une assurance, la rémunération ne dépend pas de l'activation. C'est-à-dire que RTE va rémunérer les actifs installés. Donc c'est des rémunérations que vous voyez qui sont en euros par mégawatt installé, donc par puissance installée, et non pas par mégawattheure qui peut être l'énergie activée. Voilà, donc aujourd'hui on vend principalement cette utilisation, donc qui revient à ce que disait Rachel, qui est un peu différent du modèle que l'on pense aujourd'hui, qui est de soutirer la nuit et injecter la journée. Et donc on essaie de trouver de nouveaux modèles d'affaires. Donc par exemple décongestionner les réseaux locaux en fait partie. Vendre de l'énergie au bon moment aussi en fait partie, et sûrement d'autres marchés que l'on n'a peut-être pas encore envisagés aujourd'hui. Très bien. Et Rachel, Pierre, est-ce que vous, de votre côté, en tant qu'analyste et en tant peut-être plus financier, vous avez identifié d'autres applications pratiques du stockage qui sont intéressantes pour vous ? Est-ce que vous rejoignez totalement Philippe ? Oui, en fait, c'est vrai qu'en France, pour l'instant, on a l'application qu'a mentionné Philippe, mais c'est vrai que dans d'autres pays européens, on a d'autres marchés qui sont donc d'autres sources de revenus pour le stockage, tout simplement parce que certains services de flexibilité au réseau, donc il en existe plusieurs, et certains, pour l'instant, en France, ne sont pas accessibles aux batteries, donc les batteries ne peuvent pas fournir ce service. C'est le cas de la réserve secondaire que vous voyez ici. Et en fait, ce service-là, pour l'instant, n'est pas ouvert aux batteries, mais c'est prévu. Donc, c'est prévu d'ouvrir en 2024-2025. Et c'est un service qui va être une nouvelle source de revenus pour les batteries. Et c'est déjà une source de revenus pour les batteries dans d'autres pays comme l'Allemagne, l'Espagne, etc. Donc, pour l'instant, la France, on n'a pas autant de sources de revenus que dans d'autres pays européens. D'accord. Pierre, je ne sais pas si tu veux compléter. Non, je pense qu'effectivement, à peu près tous les services ont été décrits. Et effectivement, ça, c'est plus un sujet de maturité d'une juridiction à une autre. Ouais. Donc on voit quand même à terme se profiler les mêmes services au niveau de l'Union européenne, dans les différents pays. Oui, parce que souvent les systèmes électriques sont construits de la même façon. Donc on voit, alors ils n'ont pas forcément le même nom, ils n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques, mais voilà, on commence à se développer à l'international et on voit que chaque pays a plus ou moins le besoin du même service, même si, comme Rachel le dit, c'est pas contractualisé de la même manière et des fois il y a des marchés qui sont ouverts, d'autres fermés. Bon, l'idée c'est que l'Union européenne essaie d'uniformiser tout ça aussi. Ok, merci. Merci beaucoup à tous. Donc on le voit, les dispositifs de stockage satisfont différents besoins en fonction d'un certain nombre de critères, notamment le coût d'installation, de maintenance, la rapidité d'activation, la souplesse d'utilisation ou encore la durée du stockage.
Donc le stockage d'électricité, comme vous l'avez rappelé, peut créer de la valeur de différentes manières, et ce à plusieurs niveaux. Alors déjà au niveau du réseau, en offrant des services systèmes au réseau, et on en a parlé il y a quelques minutes, donc au travers de la participation à la réserve primaire, voire secondaire, à la gestion des congestions. Au niveau du producteur, cette fois-ci, en lui permettant d'étaler sa production et en évitant l'écrêtage, puisque chaque année, le réseau n'est pas toujours en mesure d'absorber les fortes quantités d'énergie qui peuvent être produites lors de vents forts, par exemple. Et enfin, à une échelle plus individuelle, les systèmes de stockage permettent au consommateur de diminuer son pic de consommation. Les études, et corrigez-moi si je me trompe, semblent concorder sur le fait qu'il serait pertinent de mutualiser les services qui sont offerts par les dispositifs de stockage pour les aider à atteindre un équilibre économique en maximisant et en optimisant l'utilisation que l'on peut faire des systèmes de stockage. Ces systèmes deviendraient ainsi plus compétitifs et pourraient rivaliser avec des dispositifs alternatifs qui existent, comme le renforcement du réseau. Il y aurait effectivement lieu de penser que la valeur des systèmes de stockage est d'autant plus importante que les revenus qui en découlent sont diversifiés et prévisibles sur la durée de vie des systèmes de stockage. Mais ça a été rappelé, tout est encore très, très prospectif, en réflexion, et un business plan, bien qu'en construction, est encore à définir. Et aussi, je me tourne vers vous. Comment envisagez-vous la valorisation des services de stockage en termes de business model ? Et quelle structuration de marché vous semblerait la plus à même de permettre le développement de ces systèmes de stockage ? Est-ce que l'on passe par des appels d'offres, ou est-ce que des contrats conclus de gré à gré vous sembleraient peut-être plus optimisés ? Je m'adresse en priorité à Pierre. Alors c'est effectivement une excellente question, puisque, je vais le rappeler, donc, chez Rive, on fait de l'investissement dans des infrastructures. Donc vous savez tous ici ce que c'est qu'une infrastructure. C'est un modèle d'affaires qui est prévisible autant que possible, et que là, effectivement, tout ce que Rachel va probablement décrire après, à ce stade, n'est pas prévisible. Donc si on regarde effectivement les différents marchés européens, qu'on regarde ce qui a été fait, voir s'il y a quelques exemples à suivre, on voit qu'il y a le marché UK qui est très en avance par rapport aux différents marchés continentaux, même les plus avancés comme l'Allemagne. Et on voit que la bancabilité, la valorisation des actifs repose pas sur un modèle, mais sur tous, et la capacité effectivement à pouvoir passer d'un modèle d'affaires à un autre de façon à optimiser en permanence les différents revenus de cette batterie. Donc il y a des revenus qui sont cumulables, d'autres qui ne le sont pas. Et en fait, c'est un modèle qui a une structure de marché qui est un peu différente, dans le sens où il y a des optimiseurs qui ont un rôle absolument central dans la valeur de ces actifs. C'est quelqu'un qui va gérer l'actif, qui va avoir une vue sur l'ensemble des marchés que peut adresser la batterie en question, et tous les jours, avec une logique et une méthodologie qui est imparable, va pouvoir adresser les différents marchés un à un, de façon à être sûr qu'effectivement, on atteigne un optimum. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord, et je pense que justement, c'est important quand on développe un projet de stockage de penser à ce que le dimensionnement permette de participer à plusieurs services différents, de pouvoir fournir pour pouvoir générer plusieurs revenus de différentes sources, parce que selon le dimensionnement et selon les contraintes qu'on a sur l'opération de la batterie, on aura plus ou moins de difficultés à passer d'un service à l'autre, et c'est essentiel pour un système de stockage d'être capable d'aller d'un service à l'autre, notamment pour se prémunir des risques de saturation des marchés qui peuvent exister sur des services comme la réserve primaire, par exemple, qui est un marché peu profond en France. Et donc, juste pour répondre à la question, est-ce qu'il faut un appel d'offres ou des contrats long terme, nous, notre position, c'est que non. Aujourd'hui, NW, on arrive à se développer, on arrive à installer des systèmes de stockage, on arrive à les financer sans contrat long terme.
Alors, on a développé notre propre optimizer, on appelle ça un agrégateur, nous. Donc, notre propre savoir-faire de valorisation sur les marchés de l'électricité, parce que justement, il y a 2 ans, on s'est dit, il faut qu'on ait ce savoir-faire, il faut qu'on ait cette compréhension si on veut être capable d'accélérer sur les projets batteries. Ce qui nous fait peur avec les appels d'offres, c'est que ça va envoyer des signaux de prix qui ne sont pas forcément corrélés avec la valeur réelle qu'aura l'actif sur le système électrique. Donc, ça peut... On connaît tous les appels d'offres, soit le prix est trop haut, et dans ce cas-là, l'État va décider peut-être de le réduire dans quelques années, ou alors le prix va être trop bas, et dans ce cas-là, les acteurs ne trouveront pas de modèle, ou ça peut créer des distorsions de concurrence sur des actifs qui ont déjà été installés et qui ont déjà une partie amortie. Donc l'idée, c'est que de tous ces marchés qui sont imprévisibles, réussir à comprendre la tendance des marchés de l'électricité. Nous, notre vision, c'est qu'il y aura toujours des déséquilibres et ça va s'accélérer. Et je veux dire, on a vécu une période assez troublée sur le système électrique, évidemment, liée à des événements un peu externes. Mais le fait est qu'on va rajouter de l'intermittence sur le système électrique avec le renouvelable. On va d'autre part rajouter de la consommation, et les véhicules électriques, c'est un très bon exemple. Donc à un moment donné, il va avoir des déséquilibres sur le réseau qui vont créer des opportunités sur les marchés. Donc nous, lorsque le déséquilibre est là, il faut que l'infrastructure soit capable de capter cette valeur. Donc il faut investir en amont. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des enseignements à l'étranger dont on pourrait tirer profit ? Je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'on commence à voir au UK toujours, c'est qu'il y a effectivement un côté extrêmement spéculatif. Il y a eu, en tout cas ces derniers mois, un côté extrêmement spéculatif avec des prévisions de prix qui étaient parfois un petit peu déraisonnables, et qu'on se retrouve dans une situation où la profondeur de marché n'étant pas forcément immense, on a un foisonnement d'installations qui font que les revenus sur les marchés les plus évidents s'écroulent un peu. Voilà. Donc ce qui est certain, c'est que quelle que soit la façon de faire, appel d'offres ou non, il faut un développement raisonné et contrôlé de ces marchés-là. Et je pense que ce qui est intéressant pour le UK, c'est qu'on parle souvent de risque de saturation du marché, notamment en France avec la réserve primaire. Mais c'est intéressant de voir que UK, qui est un marché où une partie des réserves est plutôt saturée par les batteries, les prix ne s'effondrent pas non plus à des niveaux de 2 € par exemple sur l'heure, mais ils restent à des niveaux qui sont relativement hauts, moyen haut par rapport... Pas haut par rapport à ce qu'il y a eu, mais pas non plus trop bas pour que le stockage ne se rémunère plus. Et c'est grâce au fait que les acteurs ont pris la décision d'aller sur d'autres marchés qui sont moins évidents et qui sont plus risqués, mais qui leur permettent de maintenir des revenus qui sont assez intéressants et de ne pas laisser les revenus sur les marchés principaux diminuer trop. Alors, nous, ce qu'on observe sur d'autres pays comme par exemple l'Italie ou aussi les États-Unis, c'est que la valeur qui va être captée par le système de stockage, elle va être sur une très courte durée, donc sur quelques jours dans l'année. Et le reste du temps, finalement, la batterie est presque en stand-by. Elle ne fait pas grand-chose. Et lorsqu'il y a un gros déséquilibre sur le réseau, où il y a un vrai risque de blackout, là, évidemment, les revenus sont beaucoup plus importants parce qu'un blackout, ça coûte très très cher. Et donc là, la batterie va créer beaucoup de valeur. Et donc, notamment au Texas, ils ont eu un événement hivernal où il y a eu des vrais blackouts. Donc ils ont connu un réseau qui s'écroule et qu'il faut redémarrer. Donc c'est très compliqué. Et là, des batteries ont engendré des années de revenus en une semaine. Merci à tous les trois. Ça tombe bien, on en venait à ce sujet de la profondeur de marché. C'est une question qui fait débat. Qu'on souhaitait vous poser à tous les trois en tant qu'opérateurs, analystes, financiers. Comment vous estimez la profondeur de marché en France, en Europe? Est-ce que vous voyez un risque de saturation au bout d'un moment, quand on a suffisamment d'infrastructures de stockage, et quand bien même la consommation électrique augmente, comme tu le disais Philippe, la plupart du temps les batteries ne sont pas utilisées, donc c'est bon, on a un niveau plafond de stockage et ça fonctionne. Est-ce que la solution à ça, ce serait d'accoler les solutions de stockage à des actifs de production, à d'autres infrastructures, justement? Comment vous estimez ce risque? Est-ce que vous pensez que c'est un vrai frein au développement?
Alors nous aujourd'hui on n'a pas encore appréhendé la profondeur de marché. Donc pour les services qui sont décrits ici, on estime qu'il faudrait donc faire environ 3 gigawatts, donc 3000 mégawatts de batterie. Donc ça, pour nous personnellement ça fait beaucoup de travail encore. Donc, mais bon, l'idée c'est quand même d'en faire 1000 voire 2000 d'ici quelques années. Donc on a un plan de déploiement qui reste assez ambitieux. C'est quoi la puissance moyenne d'une batterie? D'une batterie, alors nous c'est 1 mégawatt, une batterie faite par un acteur plus normal que nous, je pense, c'est plutôt de l'ordre de 10-20 mégawatts. Ouais. Je pense que Rachel les connaît un peu mieux que moi. Aujourd'hui, donc le service vraiment d'assurance pour le réseau, donc c'est 3 gigawatts en France, donc ça fait quand même beaucoup de place. Et après, aller capter de la valeur lors des événements, on va dire, troubles du réseau, ça on pense qu'il y a une profondeur qui est beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'on est assez persuadé que sur les 15 années de vie qu'aura le système de stockage, pendant ces 15 ans, il y aura un moment où le réseau, ça sera la pagaille, et donc il y aura beaucoup de valeur à aller capter. D'accord. Oui, c'est vrai qu'actuellement, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a quand même pas mal de place. Ça fait 3 gigawatts. Après, c'est vrai que, par exemple, au UK, il y a aussi beaucoup de place, mais c'est vrai qu'il y a un développement qui est très, très important. C'est difficile aussi d'anticiper à quelle rapidité les acteurs vont se développer sur le marché. Si, par exemple, quand le marché de la réserve secondaire ouvre, les prix sont très élevés, c'est possible qu'il y ait un développement hyper important et que le marché se sature beaucoup plus vite que ce qu'on prévoit. Donc en fait, la saturation des marchés, elle dépend des prix, mais au plus il y a de stockage, plus les prix baissent. Donc c'est aussi c'est difficile d'estimer vraiment les prix dans le futur parce qu'ils dépendent du comportement des acteurs. D'accord. Alors il y a quand même une bonne nouvelle qui est très bonne, c'est que RTE a fait le travail de chiffrage de profondeur de marché pour nous, puisque dans l'étude de projection à 2050 qu'ils ont sorti il y a maintenant 1 an, ils prévoient la capacité de stockage nécessaire en France entre 1 et 24 gigawatts. Voilà. Donc ça donne une idée. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un service essentiel dans les services énergétiques en France et en Europe. Et il y a quand même une partie de la réponse qui va reposer sur la capacité des pouvoirs publics et notamment de la Commission européenne, effectivement, à pouvoir influencer l'orientation de capitaux, accélérer des projets. Et c'est là-dessus où il y a probablement encore un peu de travail à faire, puisque les ambitions sont entre les lignes là, mais ne sont pas forcément affichées, d'une part. Et d'autre part, on voit qu'il y a des choses qui commencent à se passer. Typiquement, il y a eu la coalition batterie qui a fait un superbe discours il y a maintenant 1 mois. Bon, c'est très bien, je vous invite à aller voir ce discours. C'est une démarche qui a été lancée en 2016. Voilà, c'est juste donner l'espace-temps de la Commission européenne n'est pas nécessairement le même que sur le terrain. Donc voilà, on a besoin quand même de cette impulsion supplémentaire au niveau européen et au niveau national. Ok. Donc on a quand même la place pour le développement d'un actif de stockage en stand-alone et pas forcément accolé à des actifs de production ou à d'autres services. Oui, parce que je pense qu'on le montre bien ici, la valeur du stockage, elle est pour le réseau. Elle n'est pas pour le producteur. Et en fait, le fait de raccorder le stockage sur le réseau directement, en fait, ça profite à toutes les installations de production qu'il y a autour. Ça permet de foisonner finalement ces actifs-là pour d'autres. Nous, on a fait du stockage couplé à la production et on était les seuls à piloter le stockage et finalement, on ne le faisait pas au meilleur moment pour le réseau. On le faisait au meilleur moment pour nous. Et c'est pas forcément, les intérêts ne sont pas forcément alignés là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Donc on le constate ce soir, et même s'il y a quelques bémols à apporter, le marché du stockage en est a priori qu'à ses débuts et on devrait continuer à assister à une véritable effervescence dans le domaine, tant les innovations et la recherche bouillonnent sur le sujet actuellement. S'ensuit une réflexion sur les modes de financement de ce marché et notamment sur la potentialité d'un financement de type bancaire, pour lequel les banques ont besoin de sécurité et de prévisibilité, notamment en termes de flux de revenus appréhendables. Ces banques doivent également bénéficier d'actifs fiables sur lesquels pouvoir prendre des sûretés en vue de sécuriser leur financement. Et au regard des éléments évoqués tous ensemble ce soir,
Et je m'adresse à Rachel et à Pierre. Comment envisagez-vous le financement du stockage en France? Est-ce qu'il est raisonnable, vraisemblable, de penser que le financement pourra prendre une autre forme qu'un financement en fonds propres? Et si oui, comment convaincre les prêteurs? Oui, moi, je peux dire mon point de vue et puis ensuite. Mais oui, c'est possible. On voit des projets qui sont financés avec une partie de dette, donc avec des financements bancaires. Par contre, c'est vrai que c'est pas les mêmes taux qu'on voit pour des projets renouvelables avec des rémunérations crues, par exemple. C'est pas du tout le même modèle économique, donc ça peut pas être le même taux de financement. Ce qui est nécessaire pour arriver à financer un modèle économique de stockage, donc qui dépend uniquement des marchés, c'est que la banque ou l'institut de financement comprennent très bien les enjeux et comprennent quelles sont les sensibilités du modèle économique et quels sont vraiment les risques qui existent. Parce que c'est vrai que c'est un modèle qui est très risqué, mais c'est aussi un modèle qui a plutôt bien marché les années précédentes. Et donc avec des prévisions de prix qui sont basées sur des prévisions d'évolution du mix énergétique, d'évolution de la pénétration des batteries sur les marchés, on arrive à convaincre des banques de comment est-ce que les prix vont évoluer, comment vont être les modèles économiques et après, quels sont aussi les risques qui existent. Mais on voit des banques qui font confiance au modèle de stockage. Alors, effectivement, il y a une profondeur du marché bancaire sur ce type de sujet. C'est un sujet qui intéresse tout le monde, y compris les banques. Pas au même coût, c'est sûr. Ça ne coûte plus 120 ou 130 points de base. C'est en général nettement plus cher. Tout de même, ce que les banques attendent, c'est effectivement des modèles de prix sérieux et robustes, mais c'est aussi des modèles d'affaires qui sont sécurisés. Donc, ce qu'on a vu au UK et qu'on commence à voir également ailleurs en Europe, c'est des modèles d'affaires qui fonctionnent avec des planchers de revenus. C'est-à-dire que l'agrégateur va offrir un prix minimum et il va y avoir un partage de la valeur au-delà de ce prix minimum, donc entre la batterie, enfin le propriétaire de la batterie, et donc l'agrégateur. Ça permet quand même de sécuriser une partie des revenus et de rendre confortable la banque. C'est des choses, encore une fois, qui sont extrêmement courantes au UK et qu'on commence à voir en France. Donc ça, c'est le premier point. Après, je crois qu'il y avait une partie de la question qui portait sur les sûretés. Pour le coup, les banques sont plutôt très confortables avec ça. On a le sentiment que, bien que le modèle d'affaires soit extrêmement différent par rapport à d'autres infrastructures, que la nature, justement, immeuble, enfin le côté infra des batteries, est qualifiante pour les sûretés bancaires. Donc ça, c'est plutôt bien, même si c'est vrai qu'on est tous convaincus qu'il y a une valeur à ces batteries sur un marché secondaire. L'exercice reste encore à ce jour, à ma connaissance, assez théorique. Mais en tout cas, les banques se rendent confortables là-dessus. Alors nous, on a fait un peu de pratique quand même. Donc toutes nos installations ont une part de dette, avec un effet de levier qui est quand même assez haut, qui est du même ordre de grandeur que ce qu'on peut avoir sur de la production renouvelable. Et donc là-dessus, c'est passé dans un premier temps par le modèle qui a été décrit, donc avec des revenus garantis, avec des acteurs, des contreparties plutôt privées, mais qui faisaient perdre beaucoup de valeur à l'opérateur, parce que lorsqu'on demande un revenu garanti, forcément, l'autre est obligé dans le partage de prendre la part du lion. Et donc ça nous embêtait beaucoup. Aujourd'hui, on a réussi à trouver des banques qui nous financent sur les marchés, donc sans revenu garanti, grâce au fait que nous, on sait faire la valorisation nous-mêmes. On est capable d'avoir accès à ces marchés, de les comprendre, de faire les arbitrages et donc aussi d'avoir une part de prévision des prix de ces marchés. Et donc ça nous permet d'avoir des banques qui nous financent sur des revenus mercantes et donc qui nous permettent de se garder finalement la partie de valeur que l'on donnait à l'agrégateur. Et pour ce qui est des fonds propres, parce qu'effectivement, ça reste quand même une part assez significative de ces projets aujourd'hui, la façon dont on voit les choses, en tout cas chez Rive,
on n'est pas nécessairement à l'aise pour financer, pour apporter des fonds propres à un seul actif. En revanche, une logique de foisonnement qui est probablement celle que les banques ont pu suivre dans ton cas, est nettement plus facile pour nous. Donc on est plutôt dans des logiques de construction de plateformes, en se disant également qu'il y a une valeur stratégique. Enfin, c'est qu'on est tous convaincus que les batteries sont au cœur du système énergétique français de demain. Donc il y a une valeur stratégique à aller chercher sur ces actifs-là. Merci beaucoup. Et une toute dernière question. On comprend bien ce soir que le besoin de stockage est devenu crucial en réponse à des considérations qui ont été évoquées d'ordre à la fois économique, géopolitique, technologique et aussi environnemental, au regard notamment des objectifs fixés par la Commission européenne d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Dans ce contexte, il apparaît important de libérer le potentiel du stockage et de manière générale de toutes les solutions qui offrent plus de flexibilité en levant les freins à leur développement. L'objectif est effectivement de favoriser le déploiement de ces dispositifs de stockage en s'appuyant sur des effets d'échelle, des effets de série qui pourraient vraisemblablement diminuer le coût de production encore élevé de ces dispositifs de stockage et ainsi accroître leur compétitivité. À ce sujet, et je me tourne vers vous, est-ce que vous identifiez d'autres obstacles au développement du stockage concernant par exemple les aspects environnementaux qui auraient trait aux émissions de CO2 dans le cadre de la production de ces dispositifs de stockage? On pense aussi au recyclage qui n'est pas toujours facilement optimisable, ou encore à l'approvisionnement en matières premières dans des pays lointains qui ne sont pas nécessairement stables politiquement. Voilà, quelques thématiques qui pourraient potentiellement être des freins à cet essor. Oui, donc la supply chain, c'est un frein. On l'a particulièrement vu dans la période post-Covid, où il y a eu une énorme augmentation du prix des batteries. Et donc ça, forcément, ça a un impact sur le développement. Donc sur la partie fabrication des batteries, en effet, aujourd'hui, c'est principalement fabriqué en Chine. Et donc, heureusement, on voit qu'il y a des initiatives européennes qui se développent très largement. Bon, il y a eu une annonce assez récemment d'une usine en France. Et il y en a aussi beaucoup en Europe du Nord. Bon, là-dessus, c'est beaucoup développé pour les véhicules électriques. C'est pas forcément pour nous. Donc, j'y ai pas encore droit, c'est un peu dommage. Et ça, c'est aussi très vertueux pour les émissions de CO2 liées à la fabrication des batteries. Parce que la fabrication de batteries, c'est un process qui est très énergivore. On a besoin de beaucoup de chaleur, donc on a besoin de beaucoup d'électricité. Donc dans des pays qui ont des mix énergétiques très carbonés, évidemment, ça a un impact sur la batterie. Pour la partie recyclage, alors nous, on a déjà un accord de recyclage de la part de notre fournisseur. On n'était pas obligé de le faire. Donc c'était une volonté un peu indépendante de NW. On espère pouvoir les faire recycler en Europe, peut-être même en France, plutôt que de devoir les renvoyer en Asie, parce qu'il y a beaucoup de métaux précieux là-dedans qui peuvent être récupérés. Et d'ailleurs, dans le process, on nous a décrit finalement le recyclage. Il y a quand même une partie de la valeur qui est récupérée à la fin. Et je pense qu'au niveau des freins qui peuvent exister au niveau réglementaire, on a aussi les règles qui sont afférentes aux installations de stockage. Donc, par exemple, en ce moment, il y a une discussion sur les règles ICPE. Donc, c'est les règles qui régulent les installations de stockage, les distances entre les équipements, etc. Et la prochaine version des règles prévoit de durcir assez fortement les règles de distanciation entre les équipements, ce qui pourrait avoir un impact très négatif sur le développement du stockage, puisque ça coûterait plus cher du coup pour l'installation. Et ça requiert un terrain beaucoup plus grand pour une même installation. Donc c'est des discussions comme ça qui peuvent avoir un impact très important sur la vitesse de déploiement des systèmes. Et pour ma part, je vais également insister sur les sujets environnementaux parce que c'est vrai qu'il y a les sujets d'approvisionnement, de recyclage qui sont au cœur de nos préoccupations. Mais quelque part, comme on a un problème devant nous, je suis certain que l'industrie va trouver des solutions intelligentes pour pouvoir gérer ça. Il y a juste un petit point réglementaire là-dedans qui est que les fonds, tous les fonds, y compris bancaires, qui sont apportés à ce type de projet, sont soumis à
la qualification d'investissement durable au sens de la législation européenne. Et pour ça, il y a un référentiel qui s'appelle la taxonomie européenne, que vous connaissez probablement. Si vous avez un week-end à passer là-dessus, c'est passionnant, si ce n'est pas le cas. Et on n'a malheureusement pas de chance, mais le statut de producteur, de batterie de service réseau n'est pas couvert par la taxonomie européenne. C'est le premier point. Et une fois que ça le devient, ça, il y a des critères techniques de contribution effectivement à la lutte contre le changement climatique qui sont encore incertains. Et là aussi, on peut avoir encore quelques surprises. Donc il y a un sujet qui est extrêmement problématique pour nous fonds, ça peut paraître anodin, mais c'est-à-dire que nous, on a des clients donc institutionnels, privés, qui nous demandent effectivement d'investir dans des actifs verts. Et aujourd'hui, il y a une portion de notre portefeuille, on va pas être en mesure de leur confirmer que c'est un investissement vert. Donc ça, on a nos propres définitions. Voilà. Mais bon, pas sûr que les clients soient effectivement intéressés par ça. Soit la Commission européenne se penche là-dessus et trouve une solution. Donc moi, je trouve que ça va un peu dans la même logique, effectivement, législation, environnement, etc., où il faut qu'il y ait là aussi une espèce d'impulsion qui soit donnée au niveau supranational. Merci beaucoup. C'était notre dernière question. Généralement, après cet échange, on aime bien faire des questions-réponses avec vous. C'est votre moment. Donc, si vous avez des questions, on fera passer un micro. Merci pour vos éclairages. J'ai une petite question concernant la prévision de prix. Donc, je m'adresse à vous, Rachel. Comment vous faites pour prévoir les prix ? Je sais que c'est un sujet extrêmement complexe. Est-ce que vous avez des particularités pour pouvoir le prévoir ? Alors oui, je peux parler un peu de la méthode qu'on utilise. Donc avec Linoison, on a un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Kepler, qui est spécialisée dans les modèles de machine learning. Et donc on a une méthode qui combine l'utilisation du machine learning et l'utilisation de modèles qui prévoient comment est-ce que le stockage va se comporter sur les marchés de l'énergie et des services systèmes. Donc, au niveau des modèles de machine learning, on regarde quelles sont les corrélations en fait, entre les prix de l'électricité et des services systèmes et les paramètres structurants des marchés de l'énergie. Donc, ça va être le mix énergétique, la demande d'énergie, la production solaire, tous ces paramètres en fait, qui ont un impact sur les prix de l'électricité. On les prend en compte historiquement et ensuite on fait des scénarios de comment est-ce qu'ils vont évoluer dans le futur. Et c'est ces scénarios-là qui vont déterminer comment vont évoluer les prix et les prix sur les services systèmes. Donc la méthode se base surtout sur ces hypothèses en fait, de comment est-ce que le mix énergétique va évoluer, comment est-ce que le stockage va se déployer, etc. Donc c'est une méthode qui combine à la fois le machine learning et l'impact du stockage sur les prix qui ne peut pas être négligé. On ne peut pas faire des prévisions de prix sur la réserve primaire ou la réserve secondaire sans prendre en compte l'effet du stockage parce qu'il a vraiment un impact important sur les prix. Merci Rachel. Y a-t-il d'autres questions ? Merci. Alors, j'ai une question pour l'opérateur NW. Est-ce que, en tant qu'opérateur, vous agissez directement sur les marchés de l'électricité ou vous passez par un agrégateur ? Et la question, en fait, aussi est ouverte aux autres participants. Et j'entends marché de l'électricité, marché de l'énergie, d'équilibrage et même de capacité. Merci. Alors, on fait les deux. Comme on a des actifs assez diffus, donc on a une partie de notre portefeuille qui est avec un agrégateur tiers et une partie que l'on a en propre depuis assez récemment parce qu'on a développé cette nouvelle activité. On a commencé il y a 2 ans et on commençait à opérer une batterie il y a un peu moins d'1 an. Très bien, merci. Quelqu'un d'autre ? Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une petite question un peu plus vis-à-vis de l'Union européenne, notamment vis-à-vis de la Net Zero Industry Act et du Critical Material Act. Pensez-vous que cela peut avoir un impact positif sur ce secteur et si oui, comment ? Merci.
Une question posée à tous. C'est extrêmement pointu comme, comme question. Et sincèrement, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse en ce qui me concerne. Moi non plus. Moi, je pense que ça ne va pas nous impacter. A priori, ce qui va nous impacter, ça va plutôt être l'application par la France de certains règlements. Et donc, tant qu'on ne les voit pas venir, a priori, on continue le déploiement tel qu'il est. Ça, c'est toujours le même sujet, effectivement. C'est qu'il y a des lois européennes qui, le temps qu'elles soient effectivement adaptées au sein de chacun des États membres, il se passe des années et des années. Donc on le voit sur d'autres sujets, sur le transport par exemple, où les applications de RED 1, RED 2 ne sont toujours pas terminées. On voit déjà RED 3 arriver. Donc bon, c'est effectivement ça le point. Pas trop angoissant pour le moment. C'est pas rétroactif? Non, ça va. Non, a priori. Bonsoir. Merci à tous pour votre intervention. De mon côté, je voulais savoir, vous avez dit tout à l'heure qu'au niveau des prix des batteries, on avait connu une belle augmentation des tarifs. Quelle est la tendance actuelle? Est-ce qu'on observe du coup une stabilité? Et quelle est la projection à horizon 10 ans, par exemple? Est-ce qu'on s'attend à ce qu'on ait une diminution par 2 du prix de la batterie ou plus? Voilà, quelles sont les tendances? Alors, la tendance est baissière. Ça ne s'est pas encore complètement stabilisé. Ça continue de baisser, sachant qu'on n'est pas encore arrivé à des niveaux qui étaient avant le Covid. Donc, on est quand même plus cher que 2019-2020. C'est surtout le prix des métaux qui drive tout ça, et donc notamment le prix du lithium, qui est très important. Ensuite, donc, à une horizon 10 ans, je suis complètement incapable de vous dire combien ça va coûter, j'aimerais bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura encore des petites évolutions technologiques, sachant qu'on parle de batteries lithium-ion en général, mais il y a des différentes familles finalement dans ces batteries lithium-ion. Il y en a qui utilisent du nickel, du cobalt, d'autres non. Il y en a qui utilisent plus de lithium que d'autres. Et donc finalement, on voit qu'il y a une technologie qui est en train d'émerger, qui s'appelle la technologie LFP, lithium fer phosphate. Notamment qui est drivé par les véhicules électriques, sans mauvais jeu de mots. Et l'annonce de Tesla d'utiliser cette technologie qui a un énorme impact sur tout le monde des batteries. Oui, on le voit aussi quand on accompagne des acteurs qui souhaitent acheter des systèmes de stockage, les prix des différents fournisseurs sont totalement différents. En fait, parfois, on a vraiment des écarts très importants selon les différents fournisseurs. Donc, on a une tendance baissière, mais certains ont des hausses qu'on ne pouvait pas anticiper. Donc, ça varie quand même pas mal, même ces derniers mois. Bonsoir, moi j'ai une question très pratique et qui est directement liée à la question du coût environnemental de la fabrication de la batterie. Est-ce que vous connaissez la durée de vie d'une batterie? Merci. Alors oui, c'est 15 ans minimum, donc ça c'est une garantie des fournisseurs. Nous, ce qu'on estime, c'est qu'on arrivera à aller jusqu'à 20 ans de durée de vie. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la batterie est un peu comme un panneau photovoltaïque, donc plus on l'utilise, moins elle marche, donc elle contient de moins en moins d'énergie. Et en fait, il y a un phénomène d'accélération lorsqu'on est à peu près à 60% de l'énergie utile. Et donc nous, dans nos prévisions, et c'est même garanti par le fournisseur, donc on a un degré de confiance assez fort, ça arrive au bout de 20 ans. Je crois qu'on avait une question, monsieur. Merci pour votre présentation qui a été très claire. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des modes de financement qui sont possibles. J'aimerais savoir, est-ce que en termes de méthode de financement, project finance classique, on demande souvent des garanties corporate pour ce type de financement. Et j'ai aussi entendu parler de méthodes de financement en leasing pour des batteries. Est-ce que c'est très répandu dans le domaine? Alors, nous, ce qu'on voit, c'est les projets, encore une fois, qui sont peut-être un tout petit peu plus sûrs en termes de business model que ce qui a été décrit par NW. Mais on a vraiment des structures de project finance classiques, donc du financement sans recours. Ça, c'est très clair. Et ça nous est arrivé, alors moi, je l'ai croisé une seule fois. Moi, je ne sais pas si
effectivement d'avoir un modèle de leasing. Alors, en l'occurrence, c'est une offre qui n'a pas été au bout, mais à des taux qui étaient nettement supérieurs à ce qu'on peut voir dans le project finance. Donc nous, on n'a pas de garantie corporate. Enfin, c'est du pur project finance. Et pareil, le leasing, j'avoue que j'en ai jamais entendu parler. Alors, de mémoire, celui que j'avais vu, il était pricé à 5,5 ou 6. Donc, on parle comme de taux assez conséquents. Donc, je pense que c'était vraiment assez unique et exceptionnel. Mais voilà, pour assurer la rapidité du déploiement, on ne pouvait pas avoir une garantie corporate. On aurait été limité, sinon, à un moment donné, par le nombre d'actifs que l'on développe et par la taille de la structure qui est quand même assez petite pour NW. J'ai encore 2 questions. La première, c'est vous avez évoqué les batteries lithium-ion et les batteries LFP. Est-ce que vous avez en tête d'autres types de batteries hors lithium-ion sur lesquels vous pourriez avoir des projets? Est-ce que les batteries sont à un stade assez développé, autre que lithium-ion? Et ma deuxième question, c'est plus sur peut-être un éclairage ou une mauvaise compréhension de ma part. Vous avez dit qu'en termes de réglementation, il y a un frein parce que les fonds sont soumis à la qualification durable de la taxonomie et les batteries ne sont pas concernées. Donc, est-ce que vous financez les fonds sans cette qualification? Alors pour la question sur les batteries, donc nous on a une veille quand même technologique sur les batteries en général. Après on a des contraintes on va dire de performance, de durée de vie, de garantie, de densité aussi. On n'y pense pas souvent, mais on installe des systèmes qui restent assez compacts chez NW. Ça vient de notre modèle un peu unique de faire des petites unités éparpillées partout, qui font que finalement c'est la technologie lithium-ion qui s'impose pour nous. Après lorsque vous regardez les projets qui se font dans le monde, vous avez plein d'autres types de batteries, redox, enfin voilà, technologies que je ne maîtrise pas forcément très bien, du cell show, enfin voilà, d'autres technologies de stockage. Nous, on a quand même l'avantage énorme que les véhicules électriques drivent l'innovation et la baisse des coûts. Et les véhicules électriques, on a envie que les batteries soient très denses et pas chères. Donc c'est des choses que nous, on apprécie aussi comme qualité chez une batterie, et plus la sécurité aussi, qui est un enjeu très très important. Et alors sur la deuxième question, effectivement, donc peut-être pour être un tout petit peu plus clair, sans rentrer dans le détail de la taxonomie européenne, mais il y a un certain nombre d'étapes dans l'analyse. La première étape, c'est l'éligibilité de l'activité à la taxonomie européenne. Donc là, c'est très simple, il y a des codes NAS, que vous connaissez tous, sauf que pas de bol, il n'y a pas de code NAS pour le stockage. Donc on s'arrête à la première étape. Si on passait les autres étapes, derrière, il y aurait des critères techniques, donc de facto qui ne sont pas connus, puisque il n'y a pas de code NAS, mais donc on s'arrête vraiment à cette première étape. Donc oui, on finance des actifs qui ne sont pas durables au sens de la taxonomie européenne, mais qui sont durables au sens, en l'occurrence, de Rive. La façon dont on gère ça, c'est qu'on a un fonds qui est constitué de 100% d'actifs durables, mais qui est aligné à la taxonomie européenne seulement à 75%. Voilà, je ne sais pas comment font les autres, nous c'est comme ça qu'on traite le point. Et les 25% correspondent essentiellement à ce type d'actifs, plus à quelques activités corollaires aux activités de développement d'installations photovoltaïques qui ne sont pas éligibles non plus. Alors moi je voudrais vous poser une question, et une question directement adressée à l'opérateur. Je voudrais savoir si pour ce montage, est-ce que vous avez des problématiques de raccordement avec RTE, et notamment comment est-ce que vous appréciez, bien sûr, enfin si vous avez des problématiques de raccordement, comment est-ce que vous appréciez l'enchaînement des différents montages contractuels qui sont liés au raccordement, notamment est-ce que vous avez une PTF par exemple, est-ce que vous avez des contrats de conventions de raccordement, et est-ce que vous pensez que RTE arrive bien à s'adapter aux nouveaux usages tels que le stockage que vous avez, et est-ce que vous pensez que la pratique d'RTE est plutôt une pratique beaucoup plus axée, enfin beaucoup plus mimée sur l'ancienne pratique raccordement producteur? Alors,
Nous, on se raccorde sur le réseau de distribution. Donc, on se raccorde plutôt chez Enedis, mais tout ce que vous venez de décrire est juste aussi. Donc, en effet, le process d'une demande de raccordement d'un actif de stockage, c'est la première étape, faire une demande de raccordement. Donc, vous avez des ABAC chez Enedis qui sont très clairs là-dessus. Donc, c'est considéré comme une production hors photovoltaïque. Donc, on fait une demande de raccordement avec tous les documents techniques nécessaires. Ensuite, on reçoit une PTF, donc une proposition technique financière, ou des fois une convention de raccordement direct si le projet est particulièrement simple. Ensuite, se passe un certain délai pour finaliser les études et les travaux. Ensuite, on a ce qu'on appelle une convention d'accès au réseau de distribution d'électricité, donc un CARD I pour injection, et ensuite une convention d'exploitation, etc. Donc voilà, il y a tout le déroulé qui est très classique. Enedis a fait un travail monstrueux sur nos raccordements. Enedis, avec nous, il raccorde 150 MW de stockage en 1 an, ce qui est nulle part ailleurs. Enfin, on n'a jamais vu ça en tout cas. Donc nous, évidemment, on y participe beaucoup parce qu'on va choisir des endroits du réseau électrique qui sont pertinents pour un raccordement. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on fait une production éolienne ou de la production photovoltaïque, on va trouver un terrain, on va le développer, on va obtenir un permis, une autorisation environnementale, et puis après on va se demander comment on se raccorde. Et après, on va dire que Enedis ou RTE fait mal le boulot parce que le raccordement coûte très cher. Nous, l'approche a été à l'envers, c'est-à-dire qu'on va trouver les endroits où on sait que le raccordement est facile. Et là, comme de par hasard, Enedis nous raccorde très très facilement. Et donc, ils ont vraiment mis à jour, on va dire, leur manière de travailler, sachant que nous, on a une approche très différente, c'est qu'on a une approche de produit. Donc, lorsqu'on fait une demande de raccordement, en fait, on en a fait 100, vu que les caractéristiques techniques de la batterie sont toujours les mêmes. Et donc c'est comme ça qu'on a aussi réussi à déployer donc 350 MW en 3 ans. Ce qui, lorsque vous voulez raccorder une centrale de 350 MW, peut prendre jusqu'à 5 ans. Juste pour faire ce raccordement-là. Parce qu'il ne faut pas oublier, et Pierre l'a rappelé tout à l'heure, c'est qu'avant, on avait, dans les années 2000, on avait à peu près 2000 points d'injection sur le réseau. Aujourd'hui, on en a 500 000. Donc les gestionnaires de réseau, ce n'est pas tant une question de ne pas vouloir raccorder ou de mettre des procédures qui sont compliquées. C'est plutôt qu'ils ont des vraies contraintes techniques de gestion du réseau et qui font leurs meilleurs efforts pour gérer les nouveaux raccordements. Et c'est aux porteurs de projets de s'adapter aussi. Et donc nous, on a cette chance de pouvoir le faire parce qu'on a aussi développé notre savoir-faire là-dessus. Donc on a une excellente relation avec Enedis et aussi avec RTE. Alors RTE, c'est un peu différent, c'est surtout sur l'aspect certification pour participer au marché. C'est eux qui nous tamponnent que la batterie est fraîche, bonne et que ça marche bien. Bonsoir, Gabriel Taeno, ici. J'avais une question, on parle d'accélération de développement, on parle de réglementation, que ce soit la taxonomie ou finalement la réglementation au niveau française. La loi d'accélération des renouvelables, en fait, elle passe pas un peu à côté du stockage tout court? Est-ce qu'on n'a pas raté une belle occasion? Si, c'est précisément ça. C'est qu'il me semble que le stockage est totalement hors champ, de même que dans la PPE. Donc on attend la PPE 23, je ne sais plus combien. Mais c'est effectivement totalement hors champ de la législation nationale et donc même européenne. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de volonté politique de développer du stockage par batterie. Nous, on pense qu'il n'y a pas besoin, parce qu'il y a un modèle qui marche, il y a un environnement qui marche, et donc c'est un peu aux développeurs et aux porteurs de projets de trouver les solutions pour réaliser leurs installations. Donc finalement, en effet, ça passe complètement à côté, mais nous, ça ne nous dérange pas particulièrement. Bonjour, Fawaz, je représente la société Z2 Énergie, opérateur aussi de batterie. Alors nous, on a un modèle qui est un peu différent de celui d'NW. On croit beaucoup justement à l'hybridation. Mais avant d'arriver à ce point-là, j'avais une première question. On a parlé du UK qui est un peu la locomotive du stockage en Europe. Il y a une grosse réforme qui est annoncée sur le changement de gestion du réseau. Alors je vais être un petit peu un technique, peut-être que Clean Horizon pourra un peu éclairer le sujet pour l'audience. On va passer d'un marché un peu plus national à un marché potentiellement régional, voire ce qu'on appelle nodal, donc au niveau des nœuds électriques. Il y a une crainte de la part des assets en opération d'un changement de la répartition des revenus. Donc la question c'est, est-ce que vous voyez ça d'un bon œil? Et est-ce que vous voyez ça d'un bon œil si ça arrive en France demain et sur le reste de l'Europe? Donc ça, c'était la première question.
Et la deuxième question, là, qui me touche un peu plus sur notre activité, c'est une partie qu'on a un peu moins évoquée, qui est donc l'arbitrage de l'énergie. Nous, on pense, peut-être que j'en dis un peu trop, mais qu'il y a de plus en plus de renouvelables, de plus en plus d'intermittences, que la batterie, elle a un vrai rôle de stabilité à tous les niveaux et qu'elle va récupérer une partie de la valeur qui sera perdue au niveau du renouvelable. On appelle ça la cannibalisation des assets renouvelables. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette vision un peu de la cannibalisation des assets renouvelables? Et alors, je suis un peu long. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci. Plein de questions pointues pour vous. Ça marche. Alors pour la première question, j'avoue je n'ai pas trop de réponses. Je ne me suis pas renseignée sur le sujet, donc je ne sais pas si Pierre et Philippe, vous savez plus. Mais... Alors moi je connais pas du tout les UK, donc je laisserai Pierre, mais par contre le système de région, c'est ce qui est déjà au Texas, et ça crée énormément d'opportunités pour le coup. Et sauf erreur de ma part, au UK c'était déjà le cas, simplement c'était un dernier marché qui était un peu moins adressé. C'est juste qu'il va remonter quelque part dans le ranking. Après, en France, on est quand même très attaché à la péréquation tarifaire. Donc, je vois mal politiquement, on va dire, une évolution dans ce sens-là. Quand on voit que même dans les EDNI, le prix de l'électricité, c'est le même qu'en métropole, alors que le réseau coûte un peu plus cher. Je ne vois pas des régions nodales en France avoir un bon moment. Ouais. Oui, et puis pour le coup, il y a quand même une volonté là pour le coup de l'Europe. Donc là, c'est une impulsion de pouvoir organiser ce marché au niveau européen. Donc ça serait un peu contradictoire d'organiser quelque chose d'extrêmement local, régional, et à côté de ça, d'avoir une plateforme d'activation qui s'appelle Picasso au niveau européen. Et pour la question sur les projets hybrides, c'est vrai que quand on regarde le système au global, par exemple panneaux solaires plus stockage, c'est que le stockage permet de limiter les risques pour les panneaux solaires, que les prix pendant les heures de production soient très bas, parce que justement il y a beaucoup de production renouvelable et que du coup on a des prix très bas. C'est ce qu'on a vu en Espagne la semaine dernière, les prix en milieu de journée étaient à 5 € du mégawattheure. C'est vraiment un prix extrêmement bas pour rémunérer les panneaux solaires. Et du coup, l'avantage du stockage, c'est qu'à ce moment-là, il peut charger l'énergie qui autrement aurait été vendue à un prix très bas et peut-être la revendre le soir. Donc c'est vrai que ça peut améliorer le modèle économique du système global panneaux solaires plus stockage, mais si on regarde que le modèle économique du stockage à l'intérieur de ce système, il sera moins bon qu'un système qui aurait été seul sur sa connexion, puisque finalement pour l'instant les revenus qui sont les plus intéressants pour le stockage, c'est les services systèmes, et comme disait Philippe, c'est une service d'assurance, donc plus on a de place sur la connexion, mieux c'est, et quand on est avec une installation renouvelable, on perd de la place sur la connexion une partie du temps, et donc pendant ce temps-là, on ne peut pas fournir de service système, et donc le stockage n'est pas rémunéré pendant les heures où on injecte sur le réseau. Donc voilà, ça peut aider à minimiser les risques du système au global, mais pas forcément mieux valoriser le stockage seul. Pour le coup, je partage totalement ce point de vue. Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas pour le coup, je partage totalement ce point de vue. Sur notre portefeuille d'actifs renouvelables, donc que ce soit solaire ou éolien, on a regardé pas mal de situations de couplage. Et on a quand même du mal à trouver une économie réelle à ces projets-là, même avec des projets qui sont en portefeuille depuis un certain temps et avec des coûts de revient qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc c'est pas forcément évident. Et moi, je reviens sur le premier point que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est des modèles qui peuvent fonctionner à partir du moment où on peut cumuler les modèles d'affaires, et qu'à partir du moment où on s'enferme dans un schéma, c'est pas nécessairement simple de pouvoir trouver cette rentabilité minimum. Je vous en prie. Merci beaucoup encore pour la conférence. J'avais une petite question. Donc, vous disiez que vous sourciez vos batteries en Chine parce qu'il n'y avait pas d'usine en Europe qui produisait des batteries pour faire du stockage. Pourtant, aujourd'hui, on voit que, je ne sais pas, en France, je pense qu'on est à la 4e Gigafactory annoncée au cours des derniers mois. On en a plusieurs dans les pays nordiques. Finalement, vous avez également dit que la technologie, elle est totalement similaire. Donc, comment vous expliquez qu'il n'y ait pas de développement en Europe de production de batteries pour faire du stockage, et est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va arriver à un moment? Alors oui, je pense que ça va arriver.
Je pense qu'on a pris un retard technologique extrêmement important. Donc, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la batterie, vous avez la partie chimique, ce qu'on appelle la cellule, donc, qui est réalisée. Donc, c'est vraiment de la chimie. Après, vous avez la partie électronique, c'est-à-dire mettre les cellules ensemble dans un module, dans un pack, et après les mettre dans des racks et puis les mettre dans un conteneur. La partie chimique, donc aujourd'hui, c'est fait en Chine. Nous, on achète des batteries à un fournisseur coréen, mais bon, c'est quand même fabriqué en Chine. Saft, donc, qui est une entreprise française, donc filiale de Total, achète ses cellules en Chine aussi et fait le packaging, le module en France. Et donc en fait, quand on parle de Gigafactory, on parle de la partie cellules chimiques. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est une usine de batterie, c'est technologiquement très poussé. Et donc pour en avoir visité une, c'est vraiment impressionnant. Donc on a un petit retard là-dessus. Le second point, c'est que les entreprises qui gèrent quand même les métaux sont globalement très chinoises. Donc il y aura, on décale un petit peu le problème aussi. Donc nous on attend les Gigafactories européennes avec plaisir. Il n'y a pas de raison qu'elles soient plus chères ou de moins bonne qualité que ce qu'on trouve en Asie. Bon, aujourd'hui elles sont pas là. Donc nous on veut pas freiner notre développement en attendant des batteries qui sont faites en Europe ou même prendre des paris. Donc on attend patiemment. Donc on a eu l'occasion de discuter avec des fabricants, Northvolt, Eleven-S, tout ça. Voilà, on pense que c'est pas encore mature et nous on a quand même besoin d'actifs qui durent pendant 15 ans et avec les garanties qui vont bien. Donc le choix du fournisseur se fait en fonction de ça aussi. Justement, pour rebondir là-dessus, dans l'Union européenne, la Commission européenne avait lancé l'European Battery Act en réponse à l'IRA, justement pour permettre d'avoir un sourcing européen des batteries, donc que ce soit en termes de matériaux, de matières premières, de nickel, de lithium, etc., que ce soit également en termes de transformation des métaux ou également une carte d'identité des batteries, où est-ce qu'elles sont produites, d'où proviennent les métaux. Justement, est-ce que ça ne représenterait pas une opportunité pour les développeurs en termes de marché, justement, d'avoir ces réflexions de la Commission européenne liées au sourcing et à ces cartes d'identité sur les batteries? Alors, une opportunité, je ne suis pas sûr. Après, encore une fois, ça, c'était très orienté véhicule électrique, qui représente vraiment la grosse partie des batteries qui seront achetées ou fabriquées en Europe. Après, moi, je pense que c'est une nécessité. Ça permet d'avoir une vraie conscience sur tout le long de la chaîne jusqu'à la fin de vie de la batterie. Et donc nous, typiquement, voilà, je parlais du recyclage. Si on ne voulait pas les faire recycler, on pourrait ne pas les faire. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de réglementation qui a été mise en place, comme par exemple sur les panneaux photovoltaïques, où il y a un vrai suivi. Donc il faut qu'il y ait tout ça qui évolue et qui se mette en place. Et normalement, les développeurs, ils vont accepter ça avec plaisir. Enfin, je veux dire, et la batterie qui sera fabriquée en Europe, par définition, je pense qu'elle est censée être plus compétitive que celle qui est faite en Asie. Parce qu'elle aura de meilleures performances, elle aura sûrement un meilleur cycle de vie. Donc là-dessus, c'est juste que nous, on ne souhaite pas les attendre. Encore une fois, une fois que ça sera mis en place, je pense qu'on les prendra avec plaisir. Ce que l'on voit, c'est que quand même, depuis 2018, il y a eu beaucoup de projets annoncés. Ça prend beaucoup de temps. Donc je ne suis pas sûr qu'avant 2027, j'achète des batteries en Europe. Même si on a des partenariats qui commencent à se monter, on a des gens qui commencent à monter des gigafactories qui viennent nous voir. Ils vont d'abord voir les constructeurs automobiles. Merci. Est-ce qu'on fait encore une ou deux dernières questions et on monte tous? Profiter du soleil. Petite question par rapport au financement bancaire, quand vous faites par exemple du financement sans recours, quelles sont vos hypothèses de prix, de prix moyen terme et long terme si vous n'avez pas de contrat Alors ça, c'est plus pour Rachel. Parce que pour la petite histoire, Clean Horizon nous assiste sur ces financements-là. Donc c'était pas fait exprès, mais évidemment que nous, on a notre vision. Après, on fait appel à des tiers indépendants pour la confirmer ou l'infirmer. Donc je laisserai Rachel répondre. Oui, du coup, oui, donc on fait des prévisions de prix. Nous, de notre vision, les revenus sur la réserve primaire vont plutôt avoir tendance à diminuer.
Donc c'est sûrement c'est d'abord dû au fait qu'il y a de plus en plus de batteries et que du coup elles ont tendance à sortir les acteurs les plus chers du merit order, ce qui fait diminuer les prix. Après, on sait qu'on a une approche plutôt conservatrice sur la réserve primaire, parce qu'on le voit, les marchés qui sont saturés, les prix dépendent énormément en fait du comportement des acteurs, de comment est-ce qu'ils décident de mettre leurs prix sur les marchés, et ça c'est très difficilement prévisible. En revanche, sur la réserve secondaire, donc là, on a des niveaux de prix qui sont très satisfaisants, notamment les premières années. Vu que le marché va ouvrir, il va y avoir peu de compétition au début et donc il va y avoir des prix qui sont très élevés. Cependant, on pense que le fait qu'il y ait des prix très élevés, ça va faire que ça va attirer beaucoup d'acteurs et plus il y a d'acteurs de batterie, plus les prix baissent. Et donc, on prévoit une diminution des prix progressivement au fur et à mesure des années. Et en fait, à partir d'un certain moment, les prix diminuent. Donc les batteries vont commencer à aller sur d'autres marchés encore. Donc par exemple le DEED et le mécanisme d'ajustement, qui sont d'autres marchés qui sont accessibles par les batteries. Et le fait qu'elles puissent aller sur ces autres marchés, ça va faire remonter aussi les prix sur la réserve secondaire. Donc on voit une tendance plutôt élevée au début qui diminue un peu, puis qui remonte vers les dernières années. Mais du coup, ces études, elles sont utilisées par la banque pendant une due deal ou Oui, exactement. Ok. Merci. Donc la dernière question. 2 dernières questions. Ok. Donc, merci pour cette conférence et vos réponses. Alors, j'ai 2 petites questions. La première, c'est donc il y a un mois, la Commission européenne a annoncé le lancement d'une task force pour le développement du stockage pour atteindre les objectifs de REPowerEU. Quel va être l'impact concret de cette task force pour le développement du stockage? Et ma deuxième question, pour allonger la durée de vie des batteries, qui est de 15 ans, quelle est la stratégie de revamping à adopter? Et pour avoir un ordre de grandeur, quel est le montant des revamping CAPEX moyens au mégawatt à prendre en compte dans cette stratégie? Alors pour la partie Union européenne, j'en ai aucune idée, très clairement. Et je pense que le résultat se rapproche de zéro. En tout cas, va plutôt tendre vers zéro. Très pessimiste. Oui, mais comme ça, j'aurai que des bonnes nouvelles. Je serai que agréablement surpris. Je ne sais pas si vous avez des... Non, j'ai pas trop d'avis sur la question, mais il est probable qu'effectivement ça débouche sur une loi qui elle-même sera adaptée encore une fois dans chacun des États membres et qui sera appliquée ou non. Donc effectivement, ça peut être un peu long. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on a vu par exemple sur la réserve primaire. Il y a un souhait d'harmoniser les règles au niveau européen. Et c'est un souhait qui est depuis maintenant plus de 5 ans et qui devait être implémenté et qui a encore été redébattu, etc. Et en fait, voilà, ça fait plus de 5 ans que ça dure. Donc c'est très dur de savoir quand est-ce que ça va vraiment être mis en place. Après ça, sans forcément imposer un cadre législatif, ça donne quand même le là à l'ensemble des marchés. On voit qu'effectivement, un marché comme la France, par exemple, qui émerge, mais on aimerait que ça aille encore plus vite. Surtout toi, Philippe, j'imagine. Voilà, ça donne quand même effectivement une tendance. Et puis, encore une fois, on voit bien que c'est un service absolument essentiel. Et donc, voir effectivement l'ensemble des instances européennes se mobiliser autour de ce sujet-là, même si c'est lent, il va y avoir quelques anticipations de marché. Et donc, sur la partie repowering, honnêtement, c'est compliqué à estimer. Mais non pas parce qu'il y a d'une part l'inconnu sur le prix des batteries d'ici 15 ans, mais on ne sait même pas si ça sera les batteries qu'on utilisera comme technologie aussi. Est-ce que ça sera le plus pertinent pour faire du stockage d'énergie dans 15 ans? Personnellement, je ne suis pas sûr. Et donc c'est pour ça que nous, on essaie de rester assez agnostique en termes de technologie. Là, tout le monde parle beaucoup de l'hydrogène. Ça, à court terme, NW n'y croit pas du tout. En tout cas, on ne mettra pas autant d'énergie qu'on met sur les batteries. D'ici 15 ans, on espère que ça marchera. Il y a 15 ans, les panneaux solaires, il fallait un peu plus y croire. Aujourd'hui, ça marche très bien. Donc une chose est sûre, c'est qu'on aura toujours notre point de raccordement. Et nous, on estime que c'est quelque chose de très très précieux.
C'est vrai que quand on regarde des modèles économiques, on a tendance à pas prendre en compte d'augmentation des systèmes. Souvent, sauf s'il y a des contraintes, par exemple un appel d'offres qui demande une capacité minimum pendant toute la durée de vie, quelque chose comme ça. Mais si c'est un système purement marché, on ne va pas prendre en compte d'augmentation parce que justement on a des grosses incertitudes sur le prix des futurs systèmes. Aussi la compatibilité entre les systèmes, qui est un gros sujet, le permis de construire qui doit être adapté, etc. Il y a beaucoup de sujets qui font que finalement c'est compliqué de faire des augmentations, même si on voit des fournisseurs qui le font. Et après, je pense que c'était peut-être le cas du solaire il y a en tout début, où on mettait une valeur résiduelle très faible aux actifs, non ? Oui, enfin même absolument pas. Et c'est quand même assez récent, et c'est vrai que là on voit seulement émerger maintenant les premiers projets de repowering avec une valorisation de ces sous-projets, si je puis dire, qui est finalement relativement récente. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on se retrouve tous au 7e pour un moment d'échange un peu plus informel, et avant ça, qu'on applaudisse chaleureusement nos intervenants. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et le partager autour de vous. Vous pouvez vous renseigner sur les prochains événements d'Infravenir et adhérer à notre association sur infravenir.com. Retrouvez-nous aussi sur notre page LinkedIn Infravenir. À bientôt.